initié, il a essayé d'expliquer la complicité de la communauté internationale par ses intérêts. Mais sciemment, il a déplacé lui-même par ses affirmations ses responsabilités de la communauté internationale vers le rôle des Togolais dans l'alternance. Et dans une affirmation, il disait que les Togolais ne se sont pas suffisamment parlé, que la solution pour l'alternance réside dans les passerelles qu'on devrait établir entre nous et le parti RPP uni au pouvoir. Mais là, je suis un peu étonné de cette position. S'il n'était pas togolais, ou bien s'il n'était pas au pays, peut-être une situation atténuante. Les nombreux dialogues que nous avons eu dans ce pays, une vingtaine. Je prends le cas de la conférence nationale qui nous a amené à une transition politique. Cette transition a échoué. Est-ce qu'une réflexion réelle a été faite sur l'échec de cette transition, avec sa conséquence sur la situation politique nationale? Au Togo en 1998, il y a ce qu'on appelle l'accord cadre de Lori. C'était aussi un dialogue. Il y a les 22 engagements de 2004. Et plus récemment, la PGI il y a 10 ans. C'était un dialogue entre les Togolais. Et jusque-là, les décisions prises n'ont pas été mises en œuvre. Le pouvoir, à un moment donné, est passé d'un dialogue politique entre partis politiques et renvoie le débat à l'Assemblée nationale en matière de mise en œuvre des réformes. À l'Assemblée nationale, ce n'est pas le dialogue, mais c'était le vote. C'est le vote. Ce même pouvoir qui envoie à l'Assemblée nationale un projet de loi sur les réformes, vote contre ces réformes. Deux propositions de loi ont été envoyées par l'opposition à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi a été renvoyée, a été rejetée, et une seconde est bloquée. Maintenant, de quel dialogue parle-t-on? Si c'est un Togolais qui le dit, je m'interroge. Alors, je voudrais peut-être nous rappeler que lorsque Faure Gnassingbé déclare qu'il faut tout faire pour maintenir le pouvoir, et si on ne fait pas attention, le pouvoir allait nous échapper à jamais. Anti-papa. Mais quel dialogue nous propose-t-on aujourd'hui, monsieur le conférencier? J'en ai fini, merci. Ça me semble un peu flou et un peu idéaliste, comme vous-même vous l'avez fait un peu. C'est une question de foi, plus qu'une question d'analyse politique. Parce que si j'ai l'impression, où va-t-on piquer pour que la contagion prenne? Voilà. Moi, c'est la question que je me pose, parce que souvent, si je me mets maintenant du côté des Africains, en regardant les autres où ça semble marcher, on se dit, bon, et si on faisait pareil? Mais les situations ne sont jamais les mêmes. Le printemps arabe n'a pas, enfin, au Moyen-Orient est un exemple de ces endroits où ça a pris, ça n'a pas pris, etc. Ça a mis du temps, pas du temps, ça a dégénéré, etc.
l'insurrection au Burkina Faso, qui est assez proche de nous, a donné peut-être des idées ou des espoirs, mais je ne sais pas comment on peut du coup vivre la contagion au Togo. Est-ce que votre contagion nous amène à faire l'économie d'une analyse de l'état sociopolitique de chaque cas? Je vous remercie. Je voudrais féliciter le conférencier, mais faire quelques observations peut-être qui iraient pas dans le sens où il avait posé un certain nombre de problèmes. Vous savez, dans notre pays, le Togo, je dirais le premier président élu démocratiquement après les indépendances a été tué par des demi-soldes qui sont revenus de la guerre coloniale. Ce fut le premier coup d'État en Afrique. Et vous savez très bien qu'après, cela s'est répandu partout dans les pays africains. Dans ce pays, le Togo, après, nous avons connu beaucoup de choses. Nous avons hérité l'animation politique de l'ancien Zaïre, ça a duré des années. Nous avons, après, connu la succession dynastique, on en a parlé abondamment hier et aujourd'hui. Ça a commencé au Togo et ça s'est répandu après. Congo démocratique, Gabon et j'en passe. Nous avons connu, en ce qui concerne nos institutions, je donne quelques exemples, la Cour constitutionnelle, qui est censée respecter ou faire en sorte que la constitution de notre pays soit respectée. Mais c'est cette Cour constitutionnelle qui a renvoyé des députés de l'Assemblée nationale. Et ainsi de suite. Beaucoup de choses qui se sont passées dans notre pays et qui se sont répandues un peu partout en Afrique. Et nous sommes étonnés que la communauté internationale nous traite de barbares. Lorsque nous commettons des actes barbares, on ne peut que nous traiter de barbares. C'est pour cela que moi je ne suis aucunement étonné que Alpha Omar Konaré ait conseillé à son ami de ne pas mettre les pieds au Togo. Parce qu'ici au Togo, il se passe des choses pas possibles. Et ce n'est pas à l'issue de la communauté internationale, non plus de la communauté internationale. Ensuite, vous êtes aussi étonné, pas étonné, mais vous avez suggéré que il puisse y avoir un dialogue permanent via des passerelles entre l'opposition, la majorité et autres. Mais moi, je peux vous informer que nous n'utilisons pas de passerelles, c'est des discussions permanentes que nous avons, notamment à l'Assemblée nationale, tous les jours. Et des fois, lorsque vous venez à l'Assemblée nationale, vous serez étonné de l'atmosphère, des fois bon enfant, qui existe entre les députés, surtout lors des travaux en commission, entre les députés de la majorité et les députés de l'opposition. Mais voyez-vous, c'est ça, vous le remarquerez lorsqu'il s'agira de discuter sur des textes, je dirais, classiques. Notamment quand il faut faire une loi, bon, je ne sais pas, sur le foncier au Togo, si une loi qui a rapport au travail, au code du travail, bon, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il s'agit de former les institutions, la CENI, la HAC, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, par exemple, ben, le dialogue n'existe plus. Parce que à partir de ce moment-là, on est au pouvoir, on prend tout et rien. Il y a eu le statut de l'opposition qui a permis à ce que l'opposition participe aux institutions
Constitution de la République et autres, que le chef de file de l'opposition, c'est un article, je crois que ça doit être l'un des tout premiers, l'article 2.4 de ce statut qui dit que le chef de file de l'opposition le chef de l'État doit rencontrer le chef de file de l'opposition et rencontrer l'opposition au moins une fois par an. D'ailleurs, il a obligation constitutionnellement de venir présenter l'état de la nation devant l'Assemblée nationale une fois par an. Il ne le fait pas. À plus forte raison, rencontrer l'opposition, le chef de file de l'opposition, pas possible. Combien de fois le chef de file de l'opposition a écrit au chef de l'État pour demander à le rencontrer? C'est des lettres qui sont restées sans réponse. Je crois qu'à sa demande, ils se sont rencontrés peut-être 2 fois pour parler justement des réformes et autres. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, bon, je présente un peu, très caricaturement, je plante le décor de ce qui se passe en ce qui concerne le dialogue possible entre l'opposition et... Comment faire? De quel dialogue parlez-vous? Voulez-vous parler encore que, enfin, nous autres de l'opposition n'avons pas essayé? Et quelle est la méthode qui sied et qui existe et que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas encore utilisée? Je crois que nous serions principalement, moi, vraiment fixés à ce que vous nous appreniez ces méthodes-là que peut-être nous ne connaissons pas encore et que nous n'avons pas encore exploitées. Merci. Et me féliciter de l'intervention que l'on vient d'avoir, toutes les autres d'ailleurs, mais celle-ci s'intègre absolument à ce qui s'est dit hier, notamment par rapport à ce que nous avons appelé la prise du pouvoir intellectuel, qui est une des conditions, évidemment, de la prise du pouvoir politique. Et à ce propos, on comprend pourquoi les pressions du système sont aussi fortes, utilisant les moyens les plus dégueulasses, passez-moi le terme, pour empêcher des amis et des frères, finalement, politiques de nos peuples d'intervenir dans des instances comme celle-ci. Évidemment, j'évoque l'absence de bougies, alignées, etc. Donc hier, nous avons évoqué, c'est le frère, j'espère qu'il me permettra de l'appeler comme ça, du frère Galli, faisant référence non seulement à l'ami Montaigne, aussi, mais également à Gramsci, que l'on connaît beaucoup moins. Et là aussi, ce sont des auteurs que nous devons regarder de près, etc., dans notre bibliographie, si vous voulez, qui nous permettra d'avancer sur le chemin de l'alternance. Je voudrais également poser une question. J'ai dû manquer d'attention. Notre frère a parlé d'agence. C'était juste au moment où il est intervenu sur les menaces de succession dynastique au Sénégal, en couplant par la suite par rapport à la Guinée-Bissau. Et à ce propos, il a parlé d'un courant qui était le sien, qui est le courant de Foucault et de Deleuze, que nous connaissons bien et que certains d'entre nous ont pu avoir comme professeur à Sorbonne. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Et je terminerai par le dernier point qui est très très important et qui nous permet de savoir que nous pouvons avancer, c'est la question de la contagion.
et notamment le fait que, comme disait Marshall McLuhan, de la communication, c'est un spécialiste de la communication, il parlait de village global. Eh bien, effectivement, les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous permettent précisément d'être dans ce village global, de nous faire entendre et de nous faire aider par nos amis qui sont tout simplement des sections de l'humanité combattante et de la démocratie. Merci.